Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Transmission, la table ronde de cinéphiles qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Pour ce nouveau numéro, un numéro d'actualité, le numéro 54, nous avons un programme plutôt chargé puisque nous allons parler de The Northman, le film de Robert Eggers. Nous allons parler également de Inexorable, le nouveau film de Fabrice Duway ou Duwels. Nous allons également parler de Contes du hasard et autres fantaisies, si je ne me trompe pas, de Ryusuke Hamaguchi, et on finira avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le nouveau film où il est marqué que c'est Sam Raimi qui l'a réalisé. Je suis bien entouré aujourd'hui, même si nous devions être complets, mais que malheureusement, des soucis de dernière minute pour Monsieur Alphonse, qui est resté à Liège, mais il y a heureusement Monsieur Manuelas qui est là. Salut Olivier. Il y a également Monsieur Julien Rombaud. Salut public qui m'avait tant manqué. Merci d'être là avec moi pour parler de ces 4 films qu'on espère pouvoir sortir plus ou moins synchro notre numéro 54 avec les sorties françaises. En tout cas, ne pas être trop à la bourre. Bref, aujourd'hui, j'ai préparé en introduction un petit jeu en l'honneur d'Inexorable. Et donc le jeu d'aujourd'hui s'appelle « Je ne te prêterai pas ma VHS vieux cochon ». Et il est dédié au polar sexy des 90s. Suite bien sûr à l'avènement de Basic Instinct en 92. Rappelez-vous, il y avait toute une flopée de polars érotiques qui sortaient comme ça et qui nous titillaient, n'est-ce pas ? Alors, le premier qui dira Sharon Stone à la main. En l'honneur bien sûr de Sharon, sans qui ce beau sous-genre cinématographique n'aurait pas existé. Alors, le scénariste star du genre, Joe Esteras, a signé les scénarios de 2 spécimens du polar érotique 90s sortis en 1995 et réalisés par 2 réalisateurs qu'on aime beaucoup ici. Le premier se déroule à Las Vegas, il est réalisé par un Européen, et l'autre, il se déroule à San Francisco, et il est réalisé par un Américain. De quel film parle ce jeu ? On parle de Showgirl de Paul Verhoeven, et le deuxième film américain qu'on aurait pu aimer, à part Basic Instinct, je vois pas de quoi tu parles. Ça pourrait être, ça serait quand même pas Harcèlement de Barry Levinson, parce que ça fait pas partie des cinéastes qu'on suit, je pense, ici à Transmission. Non, mais c'est aussi avec une actrice brune. Une actrice brune qu'on a vue dans After Hours de Martin Scorsese. Comment s'appelle-t-elle ? Flop, il s'agissait de Jade, le film de William Friedkin avec Linda Fiorentino. Oh là 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 là, on va puiser dans les souvenirs de Manuelas qui a de toute façon 0 point puisqu'il n'avait pas dit Sharon Stone. Alors, deuxième question. Actrice dans Showgirls, justement, et dans Bound de Wachowski en 96, l'actrice Gina Gershon a joué dans un autre film de William Friedkin où elle a marqué les esprits dans une scène sulfureuse avec un pilon de poulet pané. De quel film s'agit-il ? Charleston. Oh. Ah non, Julien. Killer Joe. Exactement. Bon, c'était une petite question subsidiaire, mais tout à fait. 1 point pour Julien. Alors, on aime aussi beaucoup Willem Dafoe. Bon. Enfin, ça dépend, mais bon. Et aujourd'hui, on va parler de lui. Il est à l'affiche de The Northman. Mais sa carrière est loin de ne compter que des chefs-d'œuvre. En 1993, il est à l'affiche d'un polar sulfureux avec La Ciccione. Quel film, quel réalisateur. Ouh. Non, j'ai évité en tête, mais c'est pas ça. C'est pas celui avec Sean Penn, hein, quand même. Non, tu vois, tu parles de Shanghai Express ou Shanghai Surprise. Moi, je C'est un sèche. film de Ferrara, non ? Non. Bon, il s'agissait de A Body of Evidence, réalisé par Uli Edel, le réalisateur allemand de Christian F., 13 ans, drogué, prostitué. Oh là là, vous vous rappelez pas ce magnifique film qui était sorti en même temps que l'album Erotica de Madonna et le livre Sexe qui était vendu sous plastique. Ouh là là. Oh oui. Elle avait fait une super opération marketing, La Ciccione, à l'époque. Alors, dernière question. Putain, c'est pas fini. Putain.
Le supplice continue, quoi. Beau spécimen du genre, Color of Night de Richard Rush en 1994 comporte des scènes osées mettant en scène notre bon vieux Bruce Willis et une mannequin britannique qui avait fait ses premiers pas au cinéma 2 ans avant dans une adaptation de Marguerite Duras. De qui parle le jeu et dans quel film ? Alors, merde, C'est chaud. Elle a joué dans l'amant, mais... T'as une moitié de bonne réponse. Elle s'appelait Jane March. Jane March, voilà. Voilà. Donc ça fait donc que ça fait 1 pour Julien Ah oui. et 1,5 pour Manu. Donc Julien, tu gagnes le jeu d'aujourd'hui. Oh là 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 là, quel honneur. D'ailleurs, tu vas gagner le droit de me faire des relances. Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de très très radiophonique. J'ai préparé des petites relances et donc en milieu de mon introduction sur The Northman, je te ferai signe, tu devras me relancer. Ouh là là, ok. Ok, allez, un petit retour juste après le trailer. Why would he stow away to such a hellish place? To find what was stolen from me. And what is that? The kingdom. You must choose between kindness for your kin or hate for your enemies. Your strength breaks men's bones. I have the cunning to break their minds. And night by night, we will carry out my pledge of vengeance. I will avenge you, Father. I will avenge you, Father. I will save you, Mother. I will save you, Mother. I will kill you, Father. Après les succès de The Witch en 2015 et de The Lighthouse en 2019 qu'on n'avait plutôt pas apprécié ici, l'auteur et réalisateur américain Robert Eggers s'est vu confier une solide enveloppe pour tourner en Irlande et en Islande The Northman, un film de viking de 2h16 se déroulant à la fin du 9e siècle avec un casting franchement impressionnant. Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, qu'on avait vu dans The Square de Ruben Östlund en 2017, mais aussi Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe et même la chanteuse Björk dans un petit rôle. Apparemment, c'est cette dernière qui aurait présenté Robert Eggers à Sion, poète islandais, collaborateur de longue date de la chanteuse égérie des 90s et crédité comme co-scénariste du film. Et donc, ce scénario, Olivier, quel est-il ? Eh bien, c'est assez simple, somme toute. Inspiré de poèmes et chansons relatant la mythologie nordique dont on retrouve les premières traces écrites au XIIIe siècle et réunies sous le nom de Edda, le film conte l'histoire du jeune prince Hamlet, dont le père Orvandil est assassiné par son oncle, le félon Fjolnir, qui en profite pour également enlever sa mère, la reine Gudrun. Hamlet fuit le royaume de son père sur un bateau jurant de se venger, ça on le comprend bien dans le film. Oui. On le retrouve une quinzaine d'années plus tard, devenu un mercenaire bestial, avant qu'une sorcière ne lui rappelle sa destinée. Pour terminer, notons que le film compte à son générique le légendaire producteur et agent secret israélien Arnon Milchan, que la photo est signée par Yarin Blaschke et le montage par Louise Ford, tous deux déjà au générique des 2 précédents longs métrages de Robert Eggers, et c'est Manuelas qui commence sur le film. C'est moi qui commence sur le film. Donc, bon, tu as rappelé qu'on avait très moyennement apprécié son précédent film. Ça n'atteint pas le ridicule achevé de The Lighthouse. C'est, on va dire, ça serait un petit peu l'enfabatar d'un film de Nicolas Winding Refn et d'Aronofsky. L'aspect puéril et poseur en même temps. Comme tu y vas. Mais bon, voilà, ça se laisse regarder un peu plus que son précédent film, mais ça reste que c'est un film pour moi qui évite en fait constamment son sujet. C'est un film qui non seulement par sa mise en scène est constamment à distance, qui n'a de cesse de casser son récit mythologique pour ne jamais l'embrasser. Alors, ça peut être intéressant, mais pour le coup, ça n'aboutit à rien pour moi. Il ne construit pas de personnage. Régulièrement, j'ai des séquences où je vois le travail de la caméra. Je ne suis pas du tout en immersion. Il y a une scène au tout début du film, quand le personnage est adulte, où il se prépare
ils font un rituel guerrier avant d'envahir un village. Tu vois clairement le mouvement de la caméra, le déplacement vers le visage du comédien qui se met en condition pour se mettre à hurler. T'as l'impression que c'est une prise technique. En fait, c'est une prise de répétition. Je dis, mais ça ne devrait pas apparaître dans le montage. Et régulièrement, je vois le travail de la caméra, je vois le caméraman qui anticipe certains mouvements par rapport au placement des comédiens. Et donc, ça me sort complètement du film. Il y a cette scène aussi, un moment où c'est le moment où on redécouvre le personnage à l'âge adulte. On est sur le bord de la rivière. Un premier bateau passe. Un deuxième bateau passe. Et au moment où le deuxième bateau passe, la caméra avance vers la rivière. Vraiment en mouvement opposé à celui du bateau, et tout d'un coup opère un panneau à 180 degrés ultra brutal pour te positionner dans le bateau. Donc c'est des tropes de mise en scène qui sont extrêmement voyants. Il y a un gros problème au niveau du traitement de la violence, à mon sens. Il y a plein de séquences qui fonctionnent pas. Il y a une séquence notamment à un moment de pogrom, où je sais pas s'il veut évoquer le Requiem for a Massacre de Klimov, mais c'est plus proche de l'assassinat des jeunes Jedi dans l'épisode 2 par Anakin Skywalker. C'est vraiment très problématique dans son rapport à la violence. Et au final, il déconstruit le mythe pour reconstruire un sorte de schéma freudien un peu lourdingue qui est n'aboutit à pas grand chose, en fait. Donc, au final, si c'est pour déconstruire le mythe, pour aboutir à ça, ça m'intéresse pas. Et en fait, faut prévenir quand même les spectateurs qui vont aller voir le film. C'est pas du tout Conan le Barbare. C'est même pas au niveau de Kalidor ou du Destructeur derrière. C'est vraiment un film qui constamment se croit au-dessus du genre, se sent toujours le besoin de le commenter sans apporter un commentaire pertinent sur le genre, en fait. Bon, après cet assassinat en règle, est-ce que Julien va aller au secours du film de ce bon vieux Robert? Non. La réponse est non. Bon, il arrive qu'on soit d'accord avec Manu, mais là c'est vraiment rare, on est totalement d'accord. C'est-à-dire que j'ai été très dérangé par deux choses dans le film, et Manu en a parlé, donc je vais le paraphraser, mais c'est effectivement cette volonté constante de faire des effets, de jouer. Moi, je sens le réal qui la joue indé, arty, avec un sujet pareil, et je trouve que c'est insupportable. Et en même temps, c'est jamais incarné, hein, c'est le fameux mot qu'on aime dans Transmission, c'est jamais incarné, c'est archétypal, et pour moi, c'est du cinéma Instagram. Et la deuxième chose, là où je rejoins Manu, c'est cette question de la violence qui m'a vraiment dérangé, notamment dans le dernier tiers, où je me dis, c'est indécent. Enfin, vraiment, on est dans une complaisance. Je parle de, notamment, la fois où il est fait prisonnier, une énième fois d'ailleurs, où il est fait prisonnier, qu'il est attaché avec... Enfin, vraiment, voilà, il y a un grand étalage de sang, de dégueulasserie, etc. Et je parle aussi de la scène où il enfonce l'épée dans le nez du gars. Je trouve ça vraiment... c'est une violence qui dérange parce qu'on sent la jouissance derrière de l'homme, du réel en train de... Mais pour moi, le problème, excuse-moi de t'interrompre, Julien, c'est surtout que tu sens le mec qui prend la pause. Le mec se regarde filmer. Tu pourrais te laisser séduire par l'apparence de radicalité que le film a, mais c'est une radicalité qui n'est que radicale que par rapport au blockbuster actuel. Oui, le film est violent, outrancier, il y a un talent pictural certain dans la composition de certains plans, mais la plupart du temps, c'est extrêmement illustratif. Pour moi, c'est très peu pensé en termes de mise en scène. C'est même souvent assez scolaire. C'est assez visible dans une des rares scènes du film, un des moments clés du film où le mec doit te traduire à l'image le concept même de son film, c'est-à-dire cette idée de filiation là qui revient deux fois dans le film, où on voit sous la forme d'un arbre généalogique la relation qui unit le fils au père puis à ses enfants, mais c'est juste une laideur visuelle abyssale. Le seul moment où le mec a à te traduire, à penser sa mise en scène pour incarner cette idée de manière visuelle, il se plante dans les grandes largeurs. Et ce problème d'incarnation, tu le retrouves effectivement dans le traitement de la violence, parce qu'elle semble jamais pensée pour t'impacter en tant que spectateur, mais plutôt pour se donner un look de film sombre, adulte. Tu parles de cinéma Instagram, moi je parlerais plutôt de cinéma chromo avec tout le mauvais goût que ça implique, mais oui, c'est un cinéma qui prend la pause, au lieu de chercher à te faire ressentir les choses, et pour moi c'est tout le problème, la violence au cinéma, ça doit te faire ressentir quelque chose, là ça ne me choque jamais. Et la faute aussi, je le disais, l'interprétation qui me semble monolithique, voilà, on l'a déjà, c'est des mots qu'on utilise souvent, mais ça incarne une seule idée, ça répète souvent, ça gueule énormément, la scène de sport qu'ils inventent, etc. Ça fait que crier tout le temps, ça casse les oreilles, ça sature.
Et alors, quand tu parlais des plans chromos, moi, c'est les plans de nuit, effectivement, que je trouve d'une laideur abyssale, où à chaque fois qu'il y a un plan de gris ou de noir et blanc, où je trouve ça très laid, il y en a un où il répète justement ce fameux mantra de « je te vengerai, je te tuerai », etc., etc. On le voit en plan très proche caméra, et c'est moche, ça raconte peu, et c'est pas incarné, ouais. Bon, alors j'ai moins de détestation pour le film que j'ai regardé quand même avec un certain intérêt, voire certain ennui aussi. Un certain ennui, un certain intérêt. Je vous rejoins complètement. En fait, c'est un film qui met constamment à distance par une volonté esthétique. Pour parler platement, il est très frontal. Les plans sont toujours extrêmement frontaux, très souvent très composés, ou alors on est full face ou full profil. Et c'est vrai que parfois, pour rattraper justement ce côté full profil ou full face, il fait des mouvements de caméra qui sont hyper voyants, qui en effet mettent constamment à distance. Et il y a ce côté de vouloir faire un truc extrêmement pictural, composé, comme ça, qui empêche en fait l'immersion. Et les seules fois là où je ne rejoins pas Julien, c'est que je trouve qu'une des seules fois où il va essayer de composer un peu dans la profondeur du plan, d'essayer de trouver un peu d'autres perspectives, ça va être la scène du sport là. Moi aussi je suis d'accord, c'est une scène qui qui irait très bien dans un film de Mel Gibson. Non mais où tu comprends, c'est pas visuellement qu'elle m'ennuie, c'est dans l'écrit, l'interprétation poussive, c'est là qu'elle m'ennuie. Mais là tu comprends assez bien, enfin assez vite les règles entre guillemets de cette espèce de sport primal. Malheureusement, cette scène échoue dans son achèvement parce qu'il y a un enjeu autour d'un personnage secondaire qui est un des fils du grand méchant, qui n'est super mal amené, donc en fait t'es absolument pas en empathie avec ce petit gamin, où tu ne comprends pas quel est son affect, et donc du coup il intervient comme ça, et c'est complètement what the fuck, quoi. Mais c'est aussi aussi on parlait des problèmes de mise en scène, mais c'est le scénario est écrit avec les pieds. Je veux dire la relation entre le personnage d'Alexander et d'Alain Taylor-Joy n'existe pas. Ce n'est jamais écrit. Donc à un moment, je veux dire, moi je veux bien, ok, c'est un leading cast, donc ok, il se détache un petit peu du reste du casting, mais construis-moi un minimum de relation, ça ne fonctionne pas. Mais par rapport à la relation à Anna Taylor-Joy, je crois que ça ne l'intéresse pas. Il se passe des préliminaires en quelque sorte. Ils foncent tout de suite dans le rapport entre eux, et on est censé l'avoir compris, je pense. Ouais, c'est peut-être un cinéma qui se passe de préliminaires, mais en tout cas, c'est un cinéma qui jouit jamais. Non mais donc c'est un cinéma qui jouit jamais sans doute, mais en tout cas c'est un cinéma où il y a aucun affect et où il y a aucun suspense en plus. Je trouve que tout est amené avec les pieds. En effet, tu disais dans le scénario, il y a des raccourcis incroyables. Enfin, à un moment, au début du film, juste après justement avoir vu la sorcière, et de se dire bon, faudrait peut-être que j'accomplisse ma quête. En fait, il croise un mec sur le bord d'une rivière qui lui explique, alors ton oncle il est là-bas, il se passe ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et alors si jamais tu fais tel tatouage, tu vas te faire, enfin les esclaves là-bas, ils partent là-bas. Allez go. Alors on lui donne toutes les clés en 2 secondes. Enfin, c'est assez c'est même drôle en fait, enfin un petit peu. Mais donc voilà, il y a aucun affect dans ce film, aucun suspense, et je crois que ça l'intéresse pas en fait de construire ça. Vraiment, ce qui l'intéresse, comme tu expliquais Manu, c'est de construire quelque chose de très pictural, une espèce de cinéma un peu, en effet, très qui tape à l'œil, voilà, tape à l'œil quoi. Et ce qui devrait être le climax de son film, la scène sur un bateau entre son leading cast, donc Skarsgård et Anya Taylor-Joy, ça tombe complètement à plat au niveau de l'encéphalogramme émotionnel. Enfin vraiment c'est plat, ça reste complètement plat. Donc c'est aussi pour ça, c'est aussi parce que j'ai aucun affect que moi personnellement la violence ne me dérange mais pas du tout. À aucun moment elle ne me choque pas. Non, mais ça me choque pas, mais justement moi c'est ça le problème, c'est que je me dis qu'à un moment tu crames tout un village dans une mansarde, etc., gamin compris, ça devrait quand même un minimum de travailler en tant que spectateur. Bah moi ça me travaille un tout petit peu parce que je me dis tiens, notre personnage, bon ça c'est une scène qui arrive au bout de 10 minutes, un quart d'heure, hein. Je me dis notre personnage a abandonné toute humanité, il est devenu vraiment une bête. D'ailleurs il y a tout un discours. Ouais, mais il prend aucune décision, donc elle est facile la scène, tu vois, à ce moment-là. Il y a aucun positionnement, et ça, je te dis, moi à un moment, si tu construis une scène comme ça, tu dois me faire ressentir ce que c'est. Moi, il n'y a pas vraiment de lien entre le film, mais ça m'a fait repenser dans sa volonté de choquer justement à Midsommar en fait.
dans cette volonté d'essayer de faire étrange et singulier alors qu'en fait il raconte rien. C'est vrai que j'y ai pensé aussi. Mais du coup, je me suis posé aussi la question pendant le film. En gros, le début du film, le premier un quart d'heure, 20 minutes, c'est exactement la même chose que Conan le Barbare, on est bien d'accord. Et dans Conan le Barbare, t'as de l'affect. Comment ça se fait sur quel bouton John Milius appuyait pour que t'aies de l'affect dans Conan le Barbare et sur lequel bouton est-ce que là, Robert Eggers n'appuie pas pour que tu t'en aies rien à foutre. À comparer, c'est quand même assez... c'est un peu une leçon de cinéma, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Manu? Tu vois pas? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que déjà, c'est parce que la relation avec le père, il l'a construit comme un truc totalement hystérique auparavant. Donc, en fait, l'affect, t'en as pas. Donc, en fait, tu rentres dans Conan le Barbare, t'as quasiment aucun lien avec la mère ou quoi que ce soit. Mais la scène est extrêmement brutale et Milius la filme du point de vue de l'enfant. Là, il te construit une sorte de scène foireuse avec le père à base de P, d'euros, on se peinturlure, on aboie, on fait les cons, on biture, c'est nawak. Et le lendemain, papa se fait flinguer, le gamin, il regarde ça un petit peu à distance. Ça tient en termes de dramaturgie, c'est complètement pété. Et en termes de scénographie, ça fonctionne pas du tout non plus parce que... Ouais. Non, parce que le gamin, il va se cacher, on dirait qu'on est un petit peu au théâtre, quoi. T'as mis une tombe au bout de la scène et le gamin parcourt la scène et va se mettre derrière la tombe. Il est retrouvé quand même. Donc, mais ces deux scènes-là, c'est-à-dire celle du sorcier joué par Defou et celle de la mort du père, je crois que là on peut le dire comme il y a un quart d'heure de film, elles sont liées je trouve, par un plan complètement ridicule, je trouve, on va dans les entrailles du sorcier, si je me souviens bien. C'est dont je te parlais. C'est ça dont tu parlais. C'est quand même ça qui est censé construire la relation entre le père et le fils. Ok, j'avais pas compris. Je suis un peu con aussi. Mais je trouve ça ridicule. Et quand tu parlais de la frontalité ou de profil, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a beaucoup de scènes qui sont construites sur le principe de parler comme en première personne dans les jeux vidéo, parler à une caméra subjective. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont construites comme ça et que on veut nous immerger, nous mettre totalement en immersion et que justement, on voit tellement le dispositif que ça nous met à distance, encore une fois. Moi, ça m'a fait penser paradoxalement à un film dont on a déjà parlé dans Transmission, qui était le Revenant d'Inaritu. Olivier avait beaucoup de réserves dessus, on va pas forcément revenir dessus, mais une des grandes qualités du film, c'était justement de te placer au cœur même du récit. Là, c'est en ça que je parle de cinéma de poseur quand je parle du film de Eggers. C'est vraiment un film qui te place constamment à distance de son récit, alors qu'il ne se vend que comme une grande quête vengeresse. Et donc c'est très paradoxal, et c'est en cela que je serais très curieux de connaître les chiffres du film au box-office, parce que pour moi, c'est un film qui ne peut pas être satisfaisant. Le film n'a pas bien marché aux États-Unis. Très bien. Je vous propose de passer au film suivant, puisqu'on a quand même été assez long sur The Northman, le film de Robert Eggers. Et nous allons maintenant parler de Inexorable, le film de Fabrice Duet, après ce petit interlude sonore. Y a-t-il un moyen de comprendre l'amour? Tu connais mon cœur par cœur. Exactement. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Je veux que tu quittes cette maison tout de suite. Septième long métrage de l'auteur et réalisateur belge Fabrice Duet. Inexorable fait donc suite à Adoration en 2019 et précède Mal d'Aurore, le long métrage qu'il s'apprête à tourner avec Anthony Bajon dans le rôle principal. Pour le film dont nous parlons aujourd'hui, il retrouve devant la caméra Jackie Berroyer, qui était déjà dans Calvaire en 2004, ou Benoît Poelvoorde, qui tenait un second rôle dans Adoration. Côté coulisses, sont fidèles à leur poste Manu Dacos à la photographie, Anne-Laure Guégan au montage et Vincent Cahet à la musique originale. Tourné en pellicule 16 mm, Inexorable est un thriller resserré sur 4 personnages principaux dans un décor quasi unique. L'écrivain Marcel Belmer, auteur d'un premier roman à succès mais qui peine à renouer avec l'inspiration, emménage dans l'immense demeure de son épouse Jeanne Drahi, fille d'un riche éditeur défunt. À ce tableau s'ajoute Lucie, leur fille d'une dizaine d'années, et Ulysse, leur compagnon canin. Mais bientôt, une jeune femme au passé trouble du nom de Gloria va progressivement se rendre utile à la petite famille, s'installer sur place avant d'enrayer complètement la machine. Mais dis-moi, Olivier, ne devait pas y avoir Monica Bellucci dans ce film?
Mais tout Dans à ce fait. film. Mais tout à fait, Julien, tu es bien renseigné, on ne peut rien te cacher. Initialement prévue dans le rôle de Jeanne, l'actrice italienne cède finalement sa place à Mélanie Douté, tandis que la jeune Gloria est interprétée par la française Alba Gaia Bellugi. Et donc, Julien, qu'as-tu pensé du film de ce bon vieux Fabrice ? Écoute, j'ai été plutôt séduit, moi. C'est un film que je trouve assez intéressant, qui se tient bien, qui est lisible, qui est parfois un peu trop lisible, hein, on peut le dire, mais qui est, je trouve, assez humble et assez confiant dans ses moyens de cinéma. Et je trouve que, contrairement à ce que je reprochais à Adoration, il est moins dans l'esbrouf et dans l'effet, et que par son écriture, je trouve qu'il place habilement ses pions, qu'il place habilement ses petites balises pour nous permettre d'arriver à un dernier tiers qui est assez suffocant, assez explosif, où la tension, la violence et le suspense sont à leur apogée. Je trouve que la scène de fin, par exemple, je la trouverais souvent too much ou un peu exagérée, mais ici, je trouve qu'elle fonctionne parce que tout avant fait sens, que tout concorde et que tout concourt même à nous y amener. Et du coup, je suis plongé dedans et je trouve que c'est un bel empoisonnement que nous donne ce film, une belle atmosphère étouffante, bien servie par cette solide, très jeune actrice que tu disais, c'est Gaia Bellugi, c'est ça ? Alba Gaia Bellugi. Que je trouve assez au rendez-vous et que je trouve très convaincante, et je trouve qu'elle apporte au film justement cette étrangeté, qui est une étrangeté que je trouve moins poussive, comme je l'ai dit, qu'à l'ordinaire chez Dewey, que je trouve plus singulière et plus originale, et je trouve que narrativement, visuellement, c'est le film le plus abouti de ce que j'ai pu voir, et en tout cas c'est mon préféré de Fabrice. C'est aussi son film qui est le plus cadré depuis Calvaire, hein, qui est dans un schéma narratif plus classique que ses précédents films. Si on met de côté ces deux films de commande qui étaient Code 45, Message from the King, je te rejoins complètement sur le casting féminin et notamment cette jeune actrice. Ce qui est passionnant dans l'écriture justement de ce personnage-là, c'est la manière dont le personnage va exercer son emprise au sein de la petite famille de Poulvord et de Douté. Il y a le plus souvent une part d'improvisation et de manipulation, mais c'est quelque chose qui est justement très bien amené, assez bien dosé. C'est quelque chose qui reste toujours dans le registre de la suggestion, qui reste allusif, et c'est pas quelque chose qui est ramené dans le scénario de manière appuyée. Et un autre point que je trouve assez intéressant, c'est que d'une certaine manière, c'est un film qui est à l'opposé de The Northman dont on vient de parler. Là où Egger, il part d'un postulat mythologique pour aboutir, à mon sens, à une réduction au plus petit dénominateur commun, où il réduit son récit à des considérations assez bassement psychanalytiques. Wells, lui, il fait le chemin inverse. Il s'empare de ce genre qui est le thriller érotique des années 90, avec tout ce que ça suppose de racoleur, mais qui était aussi d'une certaine manière un prolongement du film noir dans une version plus sexuée, parce que d'une certaine manière Basic Instinct c'est ni plus ni moins que Sueur froide d'Hitchcock, mais revisité avec des scènes de sexe à l'intérieur. Et c'est sur ce modèle du film noir qui est en fait bâti Inexorable, où tu as l'aspect criminel qui est relégué à l'arrière-plan, et ce sont les pulsions des personnages qui dominent le récit. C'est cet aspect justement inexorable auquel aucun personnage ne peut échapper. Ce sont vraiment des personnages qui sont dominés par des pulsions et qui vont finir par y céder. Et donc en retournant aux racines du thriller érotique des années 90, et donc du film noir, le film travaille une épure qui a trait tout autant au conte en fait ou même au mythe, et tout en gardant, je trouve, les ingrédients du cinéma de Fabrice Dewey et de sa belgitude, un petit, enfin tu vois, je trouve la façon dont il a filmé j'en parlerai plus tard, un PMU de province qui devient une sorte d'hôtel gothique, etc. Mais non, mais il y a des vrais trouvailles visuelles, même des forêts, les forêts qu'on voit en arrière-plan, ou les étangs qu'on voit, etc. Je trouve que, et effectivement les néons rouges dont il abuse et dont il se sert toujours, je trouve qu'il garde il garde sa patte et son esthétique. C'est un cinéma de plasticien. Il y a vraiment un travail sur la matière, la texture, à la fois visuelle mais aussi sonore, et aussi, comment dire, il ne passe pas à côté des scènes à faire, à mon sens. Les scènes érotiques sont là. Elles fonctionnent bien dans leur pur registre fonctionnel, mais aussi, en plus, elles travaillent entre guillemets, à la fois la caractérisation des personnages et l'évolution de ces personnages-là au sein du récit. Ça raconte sur les personnages, ça raconte sur les rapports entre les personnages. Les deux scènes de sexe entre Mélanie Douté et Poulvord, ça raconte beaucoup de la relation viciée qu'il y a entre ces personnages, et cette idée de rapport de classe et de domination entre les personnages, et la manière comment à un moment, la seule manière dont il est capable de bander pour la baiser, elle pose quand même beaucoup du rapport de classe et social qu'il y a entre les personnages. Donc voilà, je trouve le film est intéressant parce que les scènes à faire, entre guillemets, que tu attends de ce type de cinéma-là, les scènes à la fois horrifiques, graphiques, les scènes de sexe, elles sont là, mais elles font avancer le récit. Elles sont pas là gratuitement.
Et c'est Et elles sont en surprenantes ça. quand même. Elles sont surprenantes. Voilà. Enfin, je veux dire, on va Là, te met mal à pas en dire trop, mais mal à l'aise. Hein. la première scène, on va dire corporelle entre Poulvord et cette jeune actrice, elle est surprenante. Enfin, je trouve qu'elle nous emmène pas du tout où je croyais que ça allait aller. Ouais, moi je suis assez d'accord avec vous. Je trouve, en effet, t'as raison que les scènes à faire sont là et qu'elles fonctionnent. Les scènes de sexe font avancer le récit parce qu'elles en racontent sur les personnages. La mise en tout ce qui est mise en place du film fonctionne vraiment bien, tous les ingrédients, etc. Je trouve que vous avez souligné Alba Gaia Belugi, mais je trouve aussi que Mélanie Douté est très bien. Le casting entier, je trouve. Bah sur Poulvord, j'ai deux trois petits moments où je sors un peu du truc, mais Poulvord, en tout cas, j'oublie qu'il est Poulvord. Assez vite, je crois au personnage, donc ça c'est déjà un bon point. Mais c'est juste qu'à certains moments, je trouve que dans pas des techniques, mais des certains gestes de jeu, je trouve que il m'a sorti un peu. Pour être précis, il y a un moment où il y a quand même une longue scène de dialogue entre lui et le personnage de Gloria. Et pendant toute cette scène, il y a la lumière qui descend. Et à un moment, Poulvord se lève pour allumer la lumière et d'un coup sortir un petit peu de la direction dans laquelle le dialogue, le dialogue et la relation entre les deux allaient. Donc, à un moment, il a un geste de se lever et d'allumer la lumière pour d'un coup sortir comme ça. Et je trouve que la manière dont il le fait, on voit qu'il y croit pas. Non, mais c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, il est cadré en plan large. Donc déjà, tu sors à ce moment-là de la relation qui est installée dans ce champ contre champ entre les personnages, mais elle te pointe ce plan-là, ce mouvement entre guillemets que fait le personnage pour changer l'intensité de la lumière. Ça t'indique en fait que ce personnage a aussi des choses il y a quelque chose qui cloche dans le récit qu'il est en train de faire. Donc pour moi, c'est plus une rythmique, plus que réellement Mais t'as raison, c'est sans doute effet de rythmique, jeu ouais. voyant. Ouais, non, c'est rythmique. C'est pas dans son jeu facial ou dans ce qu'il dit. C'est vraiment plutôt dans son déplacement et la vitesse de son déplacement et la manière dont ce plan va intervenir dans le film. Mais pour juste là, on est vraiment sur des poils de cul. Mais en tout cas, ce qui est bien dans ce film-ci, c'est qu'il y a des scènes avec des vrais partis pris de mise en scène qui fonctionnent ou pas, mais en tout cas il se mouille quoi. Cette scène là, la scène de l'engueulade dans la voiture sous l'orage, voilà, elle est découpée en très très gros plans, elle est hyper contrastée, donc quelque part moi j'étais un peu déçu parce que je trouvais qu'on n'y voyait pas grand chose ou que je trouvais que dans l'exécution elle était un peu qu'elle contre-performait, mais en même temps il y a un vrai parti pris et donc on peut être que en tout cas saluer le travail du cinéaste de vouloir prendre vraiment une option de récit quoi et de récit visuel. Il y a aussi cette scène moi qui là pour le coup je trouve vraiment fonctionne très très bien, qui est cette scène de l'anniversaire de la petite fille qui est attendue parce qu'on va en parler. Tu disais il fait les scènes à faire, mais ça justement l'anniversaire on en parle et à un moment il y a cette scène qui fonctionne hyper bien sur une action et qui fonctionne très bien parce que elle raconte quelque chose du mal qui s'est transmis, qui s'est injecté du côté vénéneux de cette situation. Et cette scène-là, pour moi, c'est celle qui fonctionne le mieux parce que maintenant, je vais rentrer peut-être un petit peu dans les griefs. Je trouve que le film, dans l'ensemble, je trouve que il est un peu décevant. Au niveau du malaise entre les personnages, je trouve, au niveau de la tension, je trouve que, et au niveau de ce qui va se passer, je trouve que il contre-performe un peu. Je trouve que le film est pas assez vénéneux. Je trouve que le film est pas assez satisfaisant vraiment en termes de récit de tout ce qui se passe dans le dernier tiers. Par exemple, la tension du mec, de l'auteur qui n'arrive pas à accoucher de son deuxième roman, donc il doit y avoir une tension quand même à l'intérieur du couple autour de ça. Je la sens pas très bien dans le film, j'avoue. Mais je pense que pour le coup c'est pas ce qui l'intéresse, la tension de
cette absence de création du personnage. C'est quand même très fort lié à la relation entre le couple principal qui est quand même vraiment très très importante dans le film. Oui, mais ce qui l'intéresse plus, je pense, ce qui est au cœur de la toute fin du film, et c'est en ce sens, moi aussi, je trouve qu'il est très réussi parce qu'à la fois il revient à un schéma très très primitif de récit mythologique, mais aussi ça en raconte beaucoup sur le moment actuel, sur une sorte de crise de la masculinité, sur cette dépossession entre guillemets, parce qu'il y a quand même il est question de dépossession à la fois artistique et intellectuelle d'un des personnages, et donc d'une certaine façon le film en fait t'amène progressivement à te rendre compte que le personnage le plus pas maléfique, mais le personnage qui est le plus proche du mal n'est pas celui que t'attends en fait. C'est pas forcément ce personnage qui est celui qui est l'intrus au sein de la maison, et que les adultes, et un des adultes est le plus du côté du mal, et le plus de cet aspect-là. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le personnage dont t'es le plus proche tout au long du film. Bon, on peut spoiler un petit peu, mais ce personnage-là, c'est le personnage de Poulvord, et qui, au final, c'est le personnage où t'as presque quand même le plus d'empathie. Alors, peut-être parce qu'on est des mecs, etc., et qu'on embrasse le récit de cette manière-là. Mais je trouve intéressant, justement, ce que tu découvres du passif du personnage, te met vachement en porte-à-faux vis-à-vis du personnage, entre guillemets, de ce que tu as pu à un moment avoir comme pulsion similaire aux siennes au sein du film. Moi, je trouve que c'est intéressant ce qui se passe sur le papier, mais je trouve que dans le film, ça ne m'atteint pas assez, ça ne m'émeut pas assez, ça ne me va pas assez loin, justement, cette révélation, je trouve, personnellement. Mais c'est peut-être une question d'empathie que j'ai eue avec le film. Moi, je trouve que ça te met quand même sacrément mal à l'aise, ou ça te met vraiment en porte-à-faux vis-à-vis de tout ce que tu as pu vivre à travers le regard de ce personnage-là, parce que tu le vois pas dès le départ comme un prédateur ou elle comme une prédatrice. Il y a justement toute une relation qui est instaurée à la fois par le scénario et la mise en scène, où justement quelquefois la mise en scène anticipe certains éléments du scénario, dans la manière dont justement les personnages sont présentés. Dans la première séquence, là où Gloria arrive au château, le personnage de Poulvord est absent. Ce n'est que plus tard où justement tu as une scène où il discute avec Mélanie Douté, et où les plombs sautent dans le château, et tu as un grand plan large du château qui est en train de s'allumer, et ce plan-là, tu peux, entre guillemets, le lire comme un plan de regard de Gloria sur le château, même si le film ne tranche pas dessus. Et la séquence suivante, c'est à nouveau un plan de regard, mais c'est Poulvord qui regarde par la fenêtre le personnage de Gloria arriver au château. Donc avant même que ces personnages soient en interaction entre eux, la mise en scène travaille déjà tout ça. Et justement, dans toute la première partie du film, du Wells s'amuse beaucoup à retarder la rencontre entre les deux personnages, et quand ils se rencontrent, c'est d'une certaine manière, un peu fortuite, puisque c'est le personnage de Mélanie Douté qui demande à Poulvord d'aller ramener Gloria. Donc je trouve que c'est très intéressant la manière dont le film bâtit cette rencontre, cette confrontation entre les personnages. C'est quelque chose qui est fait justement de manière assez subtile en réalité. Mais là, je te rejoins. Moi, pour essayer de te répondre aussi, Olivier, je trouve que bon, après, la tension et le suspense viennent justement de tout ce qui met en place au niveau de l'écriture, et de tout ce que c'est, et de comment il les déjoue, en fait, parce qu'effectivement, je trouve que il est assez surprenant dans son chemin. On a l'impression moi, j'avais l'impression de savoir où il allait, et finalement d'être quand même surpris par les actes. On note évidemment l'attirance de Poulvord pour la jeune fille. Je sais pas à quel point ça va aller. Et puis surtout, tout ce qui se passe vis-à-vis de la morsure du chien, enfin la morsure, tout ce qui se passe vis-à-vis de la morsure, des lettres. Je trouve quand même qu'il y a une vraie tension qui se met en place vis-à-vis du rôle de ces lettres, où moi j'avais pas du tout compris que ça allait être ce rôle-là, et que je trouve que le suspense fonctionne à fond, et notamment parce qu'il déjoue ses attentes. Et sur l'émotion, je trouve surtout, je vais essayer d'être plus clair, sur l'émotion, je trouve que l'émotion qu'a la petite fille de 10 ans, qui s'appelle Lucie, je crois. Lucie, je trouve que c'est elle qui tient justement les cordes de l'émotion, notamment avec son rapport avec le chien, notamment avec son rapport avec son père qui change, la croyance qu'elle a vis-à-vis du chien, etc. C'est difficile sans spoiler, mais je trouve que l'émotion, elle affleure aussi des sous-couches des personnages secondaires, et de ce qui est mis autour de la relation Poulvord de Galia. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du schéma dramatique, il a une vraie empathie pour tous les personnages.
et entre guillemets, quels que soient les actes qu'ont perpétré les personnages, il a une vraie empathie, il les condamne pas. Et je trouve, alors c'est peut-être tu t'y retrouves pas peut-être dans la fin justement dans un schéma qui serait plus contrasté entre les personnages et qui est peut-être, j'en sais rien, peut-être ce qui t'a manqué à la fin du film. Mais moi, je trouve justement cette ambivalence dans laquelle te place le film à la toute fin, c'est ça que je trouve hyper singulier et hyper intéressant. Très bien, merci messieurs. Eh bien, je voulais juste dire ok. Non, c'est encore un petit truc. C'est juste deux plans que j'ai trouvé magnifiques et que je voulais souligner. Je parlais de l'étang tout à l'heure, les images un peu d'Épinal autour de l'étang où on sent à la fois une mélancolie et on est chez Dewey, donc on sait très bien que ça va partir dans un drame et on sent sourdre le malheur. Je trouvais ça très beau, cette scène d'étang avec la fille, sa robe, la petite gamine qui joue, etc. Et alors, c'était ça, je pensais que tu parlais de ça. C'est la première fois où Gloria pénètre dans le bureau. Où on la voit venir de dos dans une pièce sombre. Je sais pas si vous vous rappelez de ce plan. Oui, c'est deux plans où entre guillemets tu as la première nuit qu'elle passe dans la maison, et donc ça t'as ce plan hyper spectral, hyper composé et que t'as, pour le coup, quand on parlait de récits mythologiques, mais ça te renvoie carrément au conte. Tu peux penser à la pièce interdite dans Barbe Bleue, etc. Donc c'est en ça il traduit beaucoup de sous-textes ou de lectures que tu peux avoir du récit par l'image. Et effectivement, là, ça fonctionne à plein régime. Ouais. Mais comme Lucien n'est pas là, je vais quand même le souligner, mais la scène de l'étang dont tu parles, c'est une référence directe. Enfin, c'est écrit dans les crédits à la fin, c'est une référence directe à un film qui s'appelle Piège mortel de John Stoll avec Péché mortel, Lift to the Even de John Amstall avec Jim Tierney. Voilà. Okay. Et d'ailleurs, la robe de Gloria, la fameuse robe blanche, une robe presque similaire, est portée par Jim Tierney dans le film de John Amstall. Voilà. À voir. Merci messieurs, je pense que nous allons maintenant parler de Contes du hasard et autres fantaisies, le film de Ryusuke Hamaguchi. 私のこと好きだったの。怒ってるの？あなたは他の誰かでいいかもしれないけど。勢いで本当のことが言えることもあるよ。魔法よりもっと不確かなものをそれでも信じてみる気はある。Pour des raisons d'agenda, nous avions écarté le multiprimé Drive My Car de notre programme il y a quelques mois. Mais néanmoins, cela fait un bout de temps que nous avions envie de parler ici du réalisateur Ryusuke Hamaguchi, auteur-réalisateur japonais né en 78, révélé sur la scène internationale en 2015 grâce à un très long métrage souvent découpé en plusieurs épisodes intitulé Senses, puis avec la présentation de Asako 1 et 2 au Festival de Cannes en 2018. Et enfin, la consécration du suscité Drive My Car en 2021. Grand prix du jury à Berlin en 2021, aussi Contes du hasard et autres fantaisies est en fait un film constitué de 3 segments tournés séparément. 2 en 2019, puis 1 en 2020 lors de l'interruption du tournage de Drive My Car due à la pandémie. Mais Olivier, souvent dans les films à sketch, il y a un dénominateur commun. Est-ce le cas ici ? Eh bien, mon cher Julien, les 3 histoires, intitulées Magie, La porte ouverte et Encore une fois, n'ont aucun personnage, acteur ou décor en commun, mais présentent la similitude d'être construits autour de longues séquences dialoguées, tournant autour de jeux amoureux, ou de la nature du sentiment amoureux. Notons que Ryusuke Hamaguchi a l'habitude de travailler avec des actrices souvent peu expérimentées, voire non professionnelles, comme c'était le cas dans Senses. Ici, citons Katsuki Mori, qui n'avait qu'une expérience télévisuelle à son actif, et qui livre une performance remarquable de lecture érotique dans le 2e segment du film. C'est d'ailleurs elle qui figure sur l'affiche du film. Et donc, c'est moi qui vais commencer sur ce film de Ryusuke Hamaguchi. Et tu vas nous faire une lecture érotique. Écoute, notre expert lecture érotique n'est pas là, donc peut-être que c'est moi qui vais le faire. Il se rase les testicules. Mais je n'ai pas préparé de lecture, donc je vais plutôt la faire à l'impro. Et je ne pense pas que ce sera très érotique. Bon, alors, Ryusuke Hamaguchi, ça faisait un petit moment, moi, que j'avais envie de voir des films de lui. J'étais assez intéressé. J'ai raté Drive My Car, bêtement, parce que voilà. Mais donc, c'était ma première incursion dans son cinéma. Alors, j'ai été quand même vachement surpris par la longueur des scènes que j'ai vues,
qui s'étire énormément, mais quoique c'est pas vraiment de l'étirement, mais c'est juste que ce sont des scènes qui sont longues, construites sur des dialogues. On rentre dans le film ici par une scène donc de ce premier segment qui se déroule dans un taxi et qui doit bien durer, à mon avis, 10 minutes, un quart d'heure, d'une scène de dialogue entre deux copines. Et le dialogue est bien construit, le découpage est bien construit, même s'il est très simple. La scène fonctionne, mais elle est surprenante de par ses circonvolutions, tellement on s'enfonce dans ce dialogue, tellement on explore justement cette thématique de est-ce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un juste en une fois ? Est-ce que la parole suffit à déclencher la passion ? Puisque en fait le dialogue justement... Le dialogue dans cette voiture parle d'un dialogue qui a eu lieu précédemment qu'on n'a pas vu, ou un dialogue d'éveil amoureux. Donc c'est un dialogue sur un dialogue, c'est une mise en abîme. Et d'une manière générale, le film va tourner justement autour autour des mots, du pouvoir des mots, de l'évocation du sentiment amoureux, de est-ce que les mots peuvent être érotiques, est-ce que les mots peuvent susciter de l'excitation, quel est le pouvoir de ce dialogue, notamment très fortement dans la deuxième partie du film, qui va avoir une très très longue scène justement de lecture érotique, et il y a un jeu en fait d'éveil érotique d'un personnage tiers autour d'une lecture. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le dernier segment. Non, ce qui est pas... rapport à la langue et aux mots ou à l'écrit. Ouais, mais il y a un rapport au jeu. Il y a un rapport au fait qu'on va se faire passer pour quelqu'un d'autre, un rapport qui n'est pas un jeu amoureux, mais une espèce de jeu de rôle qui va essayer de rejouer des situations d'explication, en tout cas d'un sentiment amoureux, ou en tout cas de la subsistance d'un sentiment amoureux. Alors, c'est intéressant aussi d'avoir ce film-ci en même temps qu'un film de Robert Eggers, parce que ici, j'ai l'impression, moi je l'ai vu qu'une seule fois, et donc j'ai un peu pris en porte-à-faux pour en parler, mais en tout cas, j'ai l'impression que s'il est extrêmement discret, le travail du découpage m'a l'air d'être extrêmement pensé, surtout dans le dernier segment, que ce soit au niveau de la taille des cadres ou de la mise en scène, de la disposition des comédiens, et aussi même dans le deuxième, avec tout ce qui tourne autour de la scénographie, autour de la porte, la manière de cadrer dans le bureau, etc. Oui, il y a un vrai travail de découpage qui est extrêmement épuré, mais c'est pas du tout une mise en scène qui se veut a priori non voyante, mais qui, à mon avis, bien plus travaillé que tu ne peux le penser au premier abord. Tout à fait, voilà, c'est l'élégance de la... comment on appelle ça ? Que ça ne se voit pas, quoi. C'est très japonais, en fait. Ou alors, on pourrait dire, comme un slogan de Mitterrand, la force tranquille. Mais tout ça pour dire que, en tout cas, quand il fait à la fin, dans son dernier segment, un plan frontal, c'est pas pour rien. Et on sent qu'il y a toute une construction au niveau de son langage cinématographique et de son découpage pour arriver à ce plan frontal. Et aussi, à plusieurs moments d'ailleurs dans le film, il fait des recadrages, des zooms avant qui vont vraiment interpeller l'œil, qui montrent en fait l'artificialité du dispositif cinématographique. Mais là, pour le coup, c'est pas comme chez Eggers où tu te dis, putain, je vois tout le temps ces mouvements de caméra alors qu'il veut être immersif. Ici, c'est vraiment une volonté que tu le vois pour montrer l'artificialité. Ça sert de transition et ça fait partie du processus de narration qui est dans le jeu constant de ce jeu amoureux, mais qui est vraiment pris au sens premier du terme, puisqu'on le joue et on le rejoue, quoi. Mais tu vois les zooms avant dont je te parle. Oui, notamment dans le premier segment, qui a un moment qui sert de transition entre deux temporalités. Deux temporalités, ou du moins deux chemins que pourrait emprunter un personnage. Oui, donc ça te montre en fait l'artificialité du langage cinématographique et sa spécificité pour raconter justement ces histoires qui, en effet, sont a priori basées uniquement sur des mots, quoi. Après, moi, j'ai plutôt apprécié le fait de me rendre compte qu'on pouvait faire du bon cinéma en faisant du Eric Romer, quoi. Mais après, voilà, je vais pas forcément plus paraphraser ce que tu disais. Effectivement, c'est tout le plaisir réside dans ce jeu-là, dans ce va-et-vient qui est au cœur de chacun des récits, où chaque fois, ce que tu vois en amorce de la première partie de chacun des segments est déconstruit dans la suivante, parce que c'était pas du tout ce que tu pensais voir. Et donc il y a à chaque fois cette dynamique de manière de recadrer le récit dans la deuxième partie. Et là aussi, à part deux personnages peut-être, ou moins un personnage qui est vraiment
plus antipathique que tout le reste. Il y a une vraie empathie pour les personnages. Il y a vraiment une bienveillance, je trouve, qui... Alors, j'ai pas grand-chose à en dire parce que effectivement, la manière dont cette mise en scène se veut invisible, il faudra peut-être d'autres visions pour pouvoir vraiment avoir un regard analytique dessus, mais ça a été une très belle découverte pour moi, voilà, qui comme toi n'avait pas vu de film d'Hamaguchi auparavant, et donc voilà, j'ai vraiment envie de découvrir le reste de son cinéma à partir de ce qui a priori est plus un exercice de style ou une récréation dans sa filmographie, quoi. Julien ? Eh ben, je trouve que c'est un formidable conteur d'histoire, effectivement. Je trouve que il parvient à nous garder en haleine avec peu de choses a priori. C'est sa mise en scène invisible. Eh bien, il se peut que je l'ai pas souvent vu, moi, que ça m'ait quelque peu échappé. Je trouve que voilà, ce que j'apprécie voir, c'est son sens du cadre, sa direction d'acteur, parce qu'il y a quand même des scènes qui sont effectivement longues et qui sont très fines dans le jeu, très subtiles dans le jeu. Après, contrairement à vous, au final, je m'ennuie quand même poliment, quoi. Je trouve que, en fait, ce qui fait la force, je crois que ce que les gens peuvent aimer chez lui, et ce qui peut m'ennuyer, parce que j'aime les dialogues, j'aime certains films de Romer, j'aime le jeu de Romer, j'aime certains films de Romer, mais bizarrement ici, je trouve que c'est trop verbeux et que ce manque de spectaculaire qui fait sa force selon certains, je pense, finit par me lasser un peu. Toutefois, je trouve qu'il y a des belles idées effectivement visuelles, et dans chaque histoire, je trouve qu'il y en a toujours. Je pense à la vitre dans la première histoire où on voit les deux partir, et enfin les gens arriver, les gens partir quand ils sont dans le restaurant à 3. Je pense à ces regards échangés dans l'escalator dans la dernière histoire, et je pense à le zoom qui est fait, justement un des zooms sur le mail envoyé à la fin de la deuxième histoire. Je trouve qu'il y a toujours des petites idées de cinéma qui viennent effectivement nous étonner, mais je trouve quand même qu'il y a un déficit de, j'allais dire de mise en scène, mais comme vous parlez de mise en scène invisible, mais qu'il y a un petit déficit de spectaculaire, ouais. Mais il y a un vrai enjeu pervers dans le deuxième segment, par exemple. Ouais. Ça devrait te parler quand même. Ouais. Mais tu le ressens pas suffisamment ? Si, je le ressens, mais c'est un mystère. Hein. Comme dans Drive, moi j'ai vu Drive My Car. Je reste vraiment, effectivement, poliment sur le bas-côté de la route. Je regarde ce qui se passe avec une certaine admiration, comme je disais, pour ce qui est fait. Je trouve ça malin et intelligent, et à la fois, ça me parle pas. Très bien. Bon, écoute, faudra essayer de faire un remake avec Melville Poupeau. On verra Xavier Dolan. Xavier Dolan, et voir, et voir si ça passe mieux chez toi. Mais bon, en même temps, vous dites ça, mais j'ai pas l'impression que vous avez un enthousiasme débordant non plus. Non, j'ai pas un enthousiasme débordant. J'ai de la curiosité, tu vois. Moi, j'avais aucune attente dessus. J'aurais peut-être même été un petit peu réticent a priori, et j'ai été plutôt cueilli, justement. Je trouve que quand je plaisantais sur le côté force tranquille, mais je trouve qu'il y a un déploiement de sa mise en scène qui est pas du tout ostentatoire, et peut-être bêtement, je sais pas, la bienveillance qu'il a vis-à-vis de ses personnages, peut-être dans un monde cynique dans lequel on est, me fait du bien juste de voir un regard comme ça. Ça ne tient peut-être qu'à ça. Ça restera à confirmer dans le reste de sa filmographie. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a accueilli, je pense. En fait, moi, ce qui est drôle, c'est que ça fait partie de certains cinéastes dont j'en parle avec des gens. J'en ai déjà parlé avec un copain qui est venu voir le film avec moi. Et tout ce qu'il dit me semble intéressant et me donne envie d'aimer le film, et pourtant je parviens pas à y rentrer totalement. Et c'est la même chose. Je trouve que les choix qu'il fait sont audacieux, et à la fois j'y adhère pas. Je ne l'explique pas. Bon, à réessayer alors, Julien. En tout cas, oui, moi aussi, ça a éveillé ma curiosité, ce film, très très vivement. Très bien, eh bien, après cette parenthèse de bienveillance et d'épure, nous allons maintenant parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Things just got out of hand. You break the rules. Look out! To become a hero. I do it, I become the enemy. It doesn't seem fair. Fight!
Cela faisait un bon bout de temps que nous n'avions pas inscrit de produit estampillé Marvel au programme de transmission. Mais le hasard du calendrier, la programmation d'un trailer alléchant et surtout le nom du réalisateur ici impliqué, nous faut donc reprendre le chemin des multiplexes pour mirer ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est donc interprété par Benedict Cumberbatch, c'est en gros Doctor Strange 2. Il y a aussi Elizabeth Olsen, il y a aussi Chiwetel Ejiofor et John Krasinski ou Josh Krasinski. Josh Krasinski et Bruce Campbell dans un caméo assez embarrassant. Il y a aussi Danny Elfman à la musique. Le film est bien sûr produit par le grand Kevin Feige. Et je ne sais pas. Le grand. Attends, on va déjà redescendre un petit peu, hein, vu la qualité du film. Non, mais c'est un petit peu pour blaguer que je dis ça. Voilà, et donc ça raconte quoi ? Ça raconte Doctor Strange qui rencontre une fille qui a le pouvoir d'ouvrir le multiverse. C'est un Opinel, la fille. En fait, elle ne sert qu'à ça pendant le film. Elle ouvre des portails. Ouais, voilà. Donc, elle a le pouvoir d'aller dans des dimensions parallèles quand elle s'énerve. C'est un peu comme dans Turning Red, dont on parlait le mois passé. Quand la fille s'énervait, elle devenait un gros pandarou. Ici, quand la fille s'énerve, elle ouvre un portail interdimensionnel. Du coup, ça devient une menace pour l'humanité. Je sais pas trop pourquoi. Enfin bon, bref, j'ai pas trop bien compris. C'est parce que t'as pas vu les 6 chapitres précédents des films, de la série WandaVision. C'est pour ça que t'es un peu paumé, à mon avis, dans la timeline, parce que si t'es pas un peu acquis au film avant, tu vas rater des trucs. Hein. Et donc, en gros, Doctor Strange, il va voir une sorcière. Il croit que c'est son amie au départ, mais en fait, ça va devenir la méchante du film. Et comment tu spoil? Et en fait, elle veut aussi mettre la main sur cette fille qui ouvre les portails. Voilà. Donc c'est ça le pitch. Et sinon, j'ai pas bien compris le reste. Mais bon, soyons clairs et arrêtons de blaguer. Nous sommes allés voir ce film, Manu et moi, pour voir le trailer d'Avatar et aussi parce que c'était un film de Sam Raimi et que ça faisait aussi longtemps qu'on n'avait pas mis un gros blockbuster au programme. Donc voilà. Qu'as-tu pensé de ce film, Manu ? C'est triste. C'est triste. Après, bon, on peut toujours... on va pouvoir toujours discuter du degré de sucre dans le coca que tu peux avoir, mais c'est le seul point positif que je peux avoir à la sortie du film, c'est que j'en veux pas à Sam Raimi. C'est en fait généralement toutes les séquences qui sont plus resserrées au niveau du cadre, de l'action, où d'un coup je retrouve un petit peu sa patte, un petit peu un moment... Quelques éléments qui tournent autour du personnage d'Elizabeth Olsen qui sont un peu plus travaillés, je trouve, où tu retrouves une certaine perversité que peut avoir Sam Raimi dans son cinéma. Pas perversité de Sam Raimi en tant que tel, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire souffrir ses personnages, les mettre vraiment en difficulté dans son cinéma, et ça se retrouve, mais c'est une manière trop diluée. Et quand je parlais du caméo embarrassant de Bruce Campbell, Bruce Campbell a fait des caméos dans tous les Spider-Man de Sam Raimi, mais c'était des rôles plutôt assez jouissifs. Là, on te le prend pour rejouer le personnage d'Evil Dead dans une scène qui est mal filmée, qui est mal branlée, où tu te dis, mais ok, pourquoi tu le fais apparaître ? Quelle est la raison de le faire apparaître dans cet univers-là pour lui faire jouer ça ? Ça se veut trop méta ou référentiel, mais surtout un petit peu, tu sens qu'on drague le chaland pour te dire, regardez, on n'est pas du cinéma de parc d'attraction comme le dit Scorsese, on ramène des auteurs. Sauf que la marge de manœuvre, elle est très très limitée. Les rares moments où je me raccroche, c'est les petits moments à l'intérieur de la forteresse où d'un coup le personnage de la sorcière passe par les miroirs, les flaques d'eau, etc. où t'es dans un registre un peu plus claustrophobe et où j'ai l'impression que Sam Raimi a plus de mainmise dessus que dans toutes les grandes scènes d'action où là je sens qu'il est plus là et que c'est les mêmes scènes d'action que j'ai pu voir dans le reste du MCU, tu vois, où c'est vraiment, j'ai l'impression, c'est de manière taylorisé, et puis même à des moments, même dans le jeu d'acteur, Cumberbatch, je peux pas. J'ai l'impression, les mecs, quand ils se mettent à courir, qui fait ses mouvements, mais j'ai l'impression que c'est horrible, hein. C'est un film qui est censé m'ouvrir l'esprit, m'amener de l'imaginaire. J'ai l'impression de voir des mecs à l'usine, en fait. Tellement les mecs, ils passent de film en film, ils enchaînent les trucs. J'ai vraiment l'impression de mecs qui hallucinent et qui en a rien à braire. Rien à braire. Alors voilà, je me raccroche au personnage du méchant du film, comme tu l'as spoilé, mais parce que c'est le seul personnage qui a un tout petit peu des enjeux dramatiques. Le reste, on s'en fout. C'est vrai que c'est le seul personnage qui a des enjeux dramatiques. Tu as raison. C'est vrai qu'on en a
enfin moi très très vite dans le film, j'avais absolument rien à foutre de ce que je voyais, c'était terrible, je m'ennuyais mais à mourir. En plus, je ne comprenais rien et alors j'en avais rien à foutre de. Ah oui, mais en plus comme nous, t'as décroché grosso modo du MCU, on va dire, on a décroché je pense au même moment, hein, Guardians de la Galaxie 2, ça commençait tellement à sentir le fennec qu'on s'est dit bon, ça suffit les conneries. Mais là, tu sens vraiment que si t'as pas vu WandaVision, mais alors tout ce qui est en termes d'exposition, tu te le prends bien profond, quoi. C'est catastrophique en termes d'écriture. De narration, ouais, tout à fait. Mais après une scène d'ouverture atroce, j'ai eu un soupçon je me suis raccroché un tout petit peu au film lors de la première séquence d'action qui se déroule dans la rue, où je trouvais que c'était assez bien découpé et que en plus le monstre avait une certaine physicalité par rapport à tous les effets spéciaux qu'on va voir par la suite. C'est hyper statique. Moi je trouvais pas. Quand tu penses au découpage de Sam Raimi, la manière dont il se prend donc c'est quoi, c'est un bus ou un œil avec des tentacules. Non. Quand le monstre lui envoie, donc je sais plus si c'est un bus ou si c'est une rame de métro, etc. Qui lui envoie dans la gueule. Le moment où ça arrive, ce qui devrait être un moment hyper impactant sur le personnage de Doctor Strange, c'est shooté avec 4-5 caméras, tu passes d'angle en angle et ça dilue complètement l'impact ou le risque d'impact que pourrait avoir ça. Et donc tu te dis mais en fait j'ai pas d'enjeu, j'ai pas peur, j'ai pas d'impact visuel, alors que ce côté extrêmement percutant de la mise en scène de Sam Raimi, je l'ai pas du tout retrouvé. Je la retrouve beaucoup plus dans la course-poursuite dans les coursives du laboratoire. Je la retrouve dans le moment où tu as tout ce moment de possession dans la maison avec le personnage de la sorcière qui possède un de ses avatars dans un des multiverses avec ses propres enfants, etc. Là, je retrouve plus la patte de Sam Raimi. Oui, en effet, dans cette dernière scène dont tu viens de parler, oui. En tout cas, il y a des espèces d'allers-retours entre cette sorcière et un de ses avatars avec les enfants, qui sont les pires enfants acteurs du monde, sont plutôt bien géré, je trouvais. En tout cas, il y avait un petit peu d'émotion qui surnageait à ce moment-là. Mais je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que la scène du début, elle doit pas forcément être au maximum des potards en termes de climax dramatique. Et je trouvais la scène relativement bien découpée et notamment quand il y a le personnage de America qui se fait se suspendre en l'air là. Et t'as l'arrachage d'œil, etc. Moi, je trouvais... Enfin voilà, j'étais plutôt bien parti après ce moment-là. Et puis les scènes qui puent le fond vert tout le temps, où il n'y a aucune physicalité, jamais. Tu vois, ce monstre du début, je trouvais qu'il avait une texture. Il y avait un moment où un plan au téléobjectif, je trouvais qu'il fonctionnait bien, là, avec la gamine qui court vers la caméra. Enfin bon, je trouvais qu'il y avait de l'empreinte, il y avait de l'énergie cinétique, quoi. Tandis que sinon, après... Tout est tellement décorrélé de tout aspect physique, de tout impact, de toute émotion, que vraiment, quel ennui, quoi, mais quel ennui. Et puis voilà, bon, c'était laid, je me suis ennuyé, c'était long. j'ai rien de plus à dire. Non, faut juste espérer, malheureusement, c'est bon, on va pour une fois espérer le succès d'un mauvais film, pour peut-être que Raimi puisse enchaîner sur autre chose un peu plus personnel, parce que tu sens que ça fait 10 ans qu'il a pas tourné, tu peux pas lui en vouloir d'aller à la gamelle pour ce genre de film-là, mais tu sens que ceux qui sortent gagnants, c'est l'écurie Marvel et leur système et leur... Est-ce qu'il a besoin de ça, Sam Raimi? Produit, non? Ça fait quand même le Oz, ça fait quand même 10 ans maintenant, donc moi ça me manque de voir des films de Sam Raimi, et je me dis si ça lui permet à la rigueur de développer un film perso derrière, pourquoi pas. Mais là j'ai l'impression qu'il est un petit peu utilisé par le système, et tu sens qu'il s'achète une street cred. On s'achète un réa, et en plus pas n'importe quel réa, et ce qu'il représente au sein de l'émergence du genre super-héroïque au cinéma. Et voilà, ça fait chier en fait. Ça fait chier de voir ça, et de voir Sam Raimi quand même attaché à ça. Très bien, merci messieurs. Donc moi j'ai rien de plus à te dire. C'était pas grand-chose, mais je vous avoue que je me suis vraiment ennuyé, voire même endormi. Alors, on va passer au conseil. Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser.
Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on le chira. Et nous voici dans la dernière ligne droite de cette belle émission numéro 54 et c'est Manu qui va commencer avec son conseil. Je vais vous conseiller le dernier film au titre très générique de Tariq Saleh, qui était le réalisateur de The Nine Hilton Hotel, c'est ça? Olivier, tu pourras me confirmer? C'est pas Le Caire confidentiel? Le Caire confidentiel, oui, mais le titre, voilà, Le Caire confidentiel, dont le prochain film est sélectionné en compétition officielle à Cannes. Et donc le titre très générique est The Contractor, où Chris Pine incarne un soldat délaissé par la mère patrie et qui se retrouve à bosser en tant que mercenaire. Le film réunit à son générique Ben Foster. C'est produit par les mêmes équipes qui ont produit justement Command Sharia. C'est pas le programme entre guillemets d'actionneur qui fonctionne le mieux au sein du film, même si les scènes d'action sont plutôt assez sèches et percutantes au sein du récit, mais c'est plus ce que ne fait plus trop en fait ce type de cinéma de genre ou ce type de série B, c'est de travailler ces personnages. C'est plus un film de personnages qu'un film d'action en tant que tel. Le film est plutôt déceptif sur l'aspect action, ou du moins sur l'intrigue assez convenue. Mais ça fait du bien de voir Chris Pine autrement que dans des merdes de Patty Jenkins. Donc voilà, non, c'est parce que moi c'est un acteur pour lequel j'ai beaucoup d'affection. C'est un des acteurs dans sa génération, je trouve, les plus prometteurs. Malheureusement, il se trouve à un point de jonction de l'industrie un peu foireux, un peu malheureux, où ce genre de carrière n'a pas la possibilité de se développer au-delà de genres très formatés. Donc voilà, The Contractor, avec ce titre absolument horrible de Chris Pine, voilà. Avec Chris Pine, de Tariq Saleh. Super, merci. Julien? Oui, je vais vous parler d'un écrivain avant tout, de Robert Walser, qui a écrit Le Territoire du Crayon, qui avait la particularité il a fini en hôpital psychiatrique, mais qui avait la particularité d'écrire ses textes dans des polices très petites pour ne pas qu'on puisse les lire, sur des boîtes d'allumettes, un peu partout où il pouvait, mais pas sur du papier, dont on a retrouvé les textes après, qui ont été édités, etc., etc. Et ça a donné lieu à un film qui s'appelle L'Institut Benjaminta, qui est un film de frère Kay, qui est sorti en 95, je crois, en 94, et qui est un film qui parle d'une école de formation de majordome, mais enfin c'est pas toujours très clair, et c'est surtout un très étrange lieu. Et c'est un film qui est quand même d'une beauté plastique assez folle et d'une beauté picturale assez folle, assez expérimentale, ça c'est sûr, et avec une atmosphère très étrange, onirique, fantasmagorique, on va dire, presque érotique parfois. Voilà, c'est un film à voir et à découvrir, Les Frères Kay, l'Institut Benjaminta. Oui, c'est un film avec l'acteur qui jouait dans les films de Spielberg, Bridge of Spies, qui a eu l'Oscar. Tom Hanks? Non. L'autre. Mark Rylance. Tout à fait. Moi, j'avais vu ce film il y a très longtemps. On peut dire aussi qu'il est très esthétisant, n'est-ce pas, en noir et blanc, extrêmement noir et blanc, travaillé au niveau esthétique et visuel. Les frères Quay. Entre Lynch et Gilliam, quoi. Attention à ne pas piquer du nez. Je dirais, ouais. On est plus chez Razorhead. Ouais, oui, voilà. Oui, mais on est beaucoup plus sur quelque chose de très léché esthétiquement, beaucoup plus que Razorhead, dans mon souvenir. Dans du Lighthouse réussi presque. Bah ouais, sans le côté petit malin, plutôt il y a un côté vraiment très premier degré incarné dans les frères Quay, ils croient vraiment dans ce qu'ils font, quoi. Bref, moi très très rapidement, je vous signale que il y a une émission de Mauvais Genre qui a été publiée le 23 avril qui s'appelle Des images qui griffent, et donc la belle équipe de Mauvais Genre, Christophe Beer, bien sûr notre ami Philippe Rouillet, et bien sûr l'animateur qui s'appelle François Angelier, rencontre donc Stéphane Bouillet, qui est le responsable des éditions Le Chat qui fume, responsable de superbes éditions de La Traque par exemple, ou de Possession, ou même du belge Laissez bronzer les cadavres, donc ils font un très très beau travail d'édition de DVD, de Blu-ray. Et on les remercie pour ça. Chouette émission qui dure 1 heure, et comme d'habitude un excellent travail radiophonique de la part de l'équipe de Mauvais Genre et de France Culture. Merci à eux qui font un meilleur travail que nous malgré les relances que nous avons organisées aujourd'hui. Et donc on se professionnalise de numéro en numéro, d'année en année. Et la fois prochaine, j'espère que
Lucien sera présent à nos côtés derrière les micros. Merci beaucoup pour cette belle émission. À très bientôt. Bonne séance à vous et à très bientôt encore une fois, chers auditeurs et chères auditrices cinéphiles. Ciao.